question d'aujourd'hui. Avec Mario Barre. Bienvenue à Question d'aujourd'hui, très heureux de vous retrouver pour cette émission qui vous est présentée par l'Office de catéchèse du Québec en collaboration avec Radio-VM et Radio Galilée. Nous allons aujourd'hui du côté de l'Espagne, du côté de la France. On vous fait voyager du côté du fameux chemin de Compostelle. Ah, le chemin de Compostelle. J'ai entendu beaucoup d'histoires, de belles histoires, la plupart du temps, sur le chemin de Compostelle. Et je dois vous avouer des belles histoires qui étaient peut-être un peu romancées, ou en tout cas qui nous donnent l'impression même que ça devient presque un pèlerinage de luxe. Et j'avoue que j'ai un certain agacement, je ne le cacherai pas. Et lorsque j'ai entendu notre invité d'aujourd'hui parler lors d'un témoignage que j'ai eu la chance d'entendre, je dois les nommer, là, organisé par Périph Média à Grimby, au fameux Café Le Barbu, qui est vraiment détenu par un monsieur qui est barbu. Alors, j'ai décidé de l'inviter parce que lui, tout au contraire, nous a dit, et il a écrit un livre d'ailleurs sur la question, que son chemin de Compostelle avait été terrible, horrible, un cauchemar. Et il a écrit un livre qui s'appelle « Un pèlerin dans la boue ». C'est un récit qui est à compte auteur aux éditions Les Écorces. On l'accueille Michel Bouvrette. Bonjour. Bonjour, Mario. Michel Bouvrette, qui est un jeune retraité. Ben oui, jeune retraité de Hydro-Québec. Ça fait seulement que 9 ans, mais quand même, jeune retraité très occupé. Il faut se faire tous les retraités d'ailleurs. Exactement. L'agenda est toujours bien rempli, donc jeune retraité, mais très heureux d'être à la retraite. Et Michel Bouvrette, c'était votre première expérience sur le chemin de Compostelle. En quelle année? Je suis allé au mois de mai 2016 avec deux autres amis. Jacques et Léo, je dois les nommer dès le début si on a à faire référence avec eux autres. Donc, ça a été un voyage de 14 jours de marche que j'ai fait sur le chemin le Camino Frances en Espagne, le fameux chemin que tout le monde parle, qui se rend jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc, on passe, entre autres, je pense, Est-ce qu'on passe par les Alpes-Maritimes en France ou c'est un peu plus proche? Non, c'est vraiment seulement dans l'Espagne, la partie seulement que j'ai en Espagne, d'accord. Parce qu'on parle souvent du chemin de Compostelle, le Camino Frances, de 800 km, qui part de la frontière française à Saint-Jean-Pied-de-Port jusqu'à... Donc, c'est vraiment lui. Exactement. Mais moi, j'ai fait le 250 derniers kilomètres. Comment se fait-il, Michel Bouvrette, que votre expérience préparée de longue date, on le lit, là, vous vous préparez, vous faites des marches régulièrement, vous comptez le temps que vous avez pris pour faire 4, 5, 6, 8 kilomètres. Et là, avec le sac de plus en plus lourd, qui est d'ailleurs votre maison, votre escargot, comme vous l'appelez, comment se fait-il que cette expérience soit devenue un cauchemar? Parce que c'est quand même... ce que vous avez décrit, en tout cas dans le témoignage, qui m'a frappé, c'est que c'est vraiment pas joyeux ce qui vous est arrivé, là. Oui, je voulais vraiment faire ressortir le fait que mon Compostelle, j'idéalisais un peu la chose. Mm-hmm. J'avais mes deux amis qui étaient déjà allés, puis ils revenaient toujours très, très heureux. Et c'était vrai, il y a beaucoup de gens qui reviennent très heureux. Moi, je suis revenu moyennement heureux, dans le sens que sur place, moi, je m'étais fait des châteaux en Espagne. Hein, quand on dit l'Espagne, c'est beau. D'ailleurs, vous étiez dans le pays pour en faire. Hein? Ben oui, il fait beau, il fait soleil, on va prendre une petite coupe de vin sur la terrasse. Mais sur 14 jours, moi, il n'y a plu pendant 10 jours. Donc, sur 14 jours, il n'y a plu pendant 10 jours. Ça veut dire que vous aviez les deux pieds dans la boue, tel que le titre du volume, mon récit, un pèlerin dans la boue. Et c'était pour refaire sortir aussi le fait que dans la boue, oui, physique, et comme je vous avais dit, j'avais des problèmes aussi physiques au niveau des genoux. Je me suis dit quand même qu'une bonne préparation devrait pouvoir passer à travers les hauts et les bas, les montagnes de la Galice. Mais c'était pas le cas. J'avais des problèmes aussi, mais j'étais prête à faire face à ça. Ouais. Donc, j'avais beaucoup marché avant. Je savais mes limites. On avait fait un programme de entre 15 et 20 kilomètres. La plupart des gens font... Par jour, donc? Oui, par jour, mais les gens font entre 25 et 30. Les guides de Compostelle
suggèrent ça d'un village à l'autre. Mais moi, en sachant mes limites, c'était ça. Mais j'avais jamais anticipé que sur le chemin de Compostelle, il pouvait pleuvoir autant que ça. Ouais. Et dans la boue, quand je dis dans la boue, on pourrait dire c'est au Québec. C'est vrai. C'était dans la boîte aussi. Oui, hein. oui. Et même on croise des chemins qu'il y a des bovins, donc on est dans la boue et dans d'autres choses. Et dans la bouse. Et dans la bouse, exactement. Donc, cette épreuve-là, je peux prendre comme ça, a été difficile, oui. Ouais. On pourrait vous utiliser le mot cauchemar, pas dans le sens de dire non, ça n'a pas d'allure, vraiment, là, c'est pas un rêve, c'est vraiment un cauchemar, mais plutôt une épreuve. Et cette épreuve-là a été nécessaire d'une certaine façon. Pourquoi? A été nécessaire pour me faire entrer encore plus vite dans l'expérience de l'épreuve du chemin de Compostelle, parce que tout le monde vit cette épreuve-là en marchant jour après jour. Ceux qui font 30 km. Puis des fois, on manque l'auberge parce qu'il n'y a plus de place. On doit en faire un autre 5 km tous les jours. Donc, il y a cette épreuve du corps. Ouais. Et elle est nécessaire. Puis moi, je me dis, ben regarde, j'y vais 14 jours. C'est pas grave. Je vais revenir tout pimpant, bronzé, tout et tout. Et finalement... Dans le fond, vous aviez en tête l'Espagne, mais vous étiez pas mis en tête ce chemin difficile. Là. Non, je m'étais pas mis en tête ce chemin difficile parce que ceux que j'entendais dans des conférences ou à l'association me disaient « C'est fantastique, tu vas voir, c'est quelque chose qui est bon pour l'être humain et physiquement, c'est beau, on a des beaux paysages. » Mais moi, 10 jours de pluie, j'étais tout haut dans la brume. J'étais de haut dans le brouillard. Donc, il était pas question de voir ces beaux paysages. Ouais. Tu sais, des fois, on dit on monte à la montagne, puis le cadeau, c'est quand on arrive à la cime, et là, on voit le paysage. Mais je ne l'ai jamais vécu là-bas. Donc, ce cadeau de la vie... Excusez-moi, mais là, c'est vraiment... Ça me fait penser à Charlie Brown aussi. Exact. Je ne sais pas si vous connaissez le personnage. Charlie Brown qui a toujours un problème, ou en tout cas qui est toujours un peu comme débiné parce que rien fonctionne comme il aurait voulu. Exactement. Et donc, à cause de ces anticipations-là que j'avais, ben, les premières journées, tout de suite, on part, c'est sous la pluie. Je me dis, bon, pas grave, demain, il va faire beau. Le lendemain, il pleut. 4 jours, 5 jours, 6 jours, paf, là, j'ai frappé un mur. On dit aussi, après 5 et 6 jours de marche pèlerine, on arrive à frapper un mur. Qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau. Ah, d'accord. Mais moi, je l'ai frappé d'aplomb. J'ai dit, ben là, moi, je m'en retourne chez moi, là. Il y a quelque chose qui marche plus ici, là. Parce que j'avais plus le goût de vivre cette épreuve de la température. Et à travers ça, ben, on était 3, donc il y avait aussi... Les tensions. On commençait à avoir des tensions entre nous. Et ces tensions-là mènent à un moment où un de vos... Parce que ce sont des amis. Oui, de longue date. Bon, il y en a un qui vous dit « Je ne suis plus ton ami ». Exactement. Et ça, c'est... Ça, c'est intense. Intense, oui, parce que surtout... On se dit, ben non, ça se peut pas que ça arrive, là. Je suis sur le chemin de Compostelle. Exactement. Après 30 ans d'amitié, il disait, ben écoute, là, je me sens isolé. C'est comme, à 3, c'est toujours un peu plus difficile. Il y a toujours, soit on est 2 par 2, puis il y en a toujours un qui se sent plus isolé. Voilà. Exactement. Et j'avais peut-être plus de facilité avec Léo, mais je marchais aussi avec Jacques, mais Jacques... Pour bien faire, il m'expliquait aussi comment bien marcher. Et moi, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais juste marcher puis arrêter de mettre l'imperméable. Hein. Et quand il est arrivé, il dit, me sens isolé, on dirait que je suis plus vos amis, je veux plus être ton ami. Puis j'ai dit, pourquoi? Et là, à la fin de chaque journée, on se retrouve toujours dans une auberge, puis on dit, on va prendre le temps de parler de notre journée, de prendre le temps de savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a vécu, parce qu'on ne marche pas toujours côte à côte, puis c'est tant mieux, parce qu'on n'a pas tous le même rythme. Et en fin de journée, comme ça, en prenant une bière, à l'intérieur parce qu'il pleuvait, donc il dit, je veux plus être ton ami. Mais pourquoi? Il dit, tu me fais trop penser à mon père. Ah bon? Moi, je te fais penser à mon père. Après 30 ans d'amitié, donc, il vous avoue que... Ouais. Et peut-être que le chemin a renforcé cette présence-là. Exactement. C'est que là, moi, dans mon comportement, dans ma façon, je voyais ses travers à lui qui reflétaient les miens. Bon, on est dans l'épreuve toutes les deux.
Et à ce moment-là, je lui disais, ben écoute, désolé, moi, je veux pas être ton père. Je veux juste être ton ami. Ouais, mais il dit, là, ça me rappelle tout ce que j'ai vécu quand j'étais jeune. Et tu es toujours comme en train de me rappeler mon père. Bon, ben, il a fallu vraiment se reparler. Et ça a été, cette journée-là, ça a été très, très intense pour dire, ben, OK, si c'est comme ça, pourquoi il n'y a pas juste l'affaire d'être mon père, là, que de Il y a autre chose qui est derrière. Il y a autre chose. Il dit, finalement, c'est parce que moi, je t'avais toujours idéalisé dans la vie. J'aurais aimé faire tout ce que tu as fait. J'aurais aimé penser comme toi. Puis que s'est arrêté, il a dit, Jacques, essaie pas de penser comme moi. Si tu savais tout ce qui se passe dans ma tête. Sois toi-même. Et là, il voyait en fait une image que vous lui aviez donnée qui était réelle. Là. C'est pas juste une illusion, une fantaisie, mais il y avait quand même une part qui lui avait idéalisé, qui là s'effondre avec ce que vous vivez, vous. Exactement, parce que moi, je vivais l'adversité, j'avais de la difficulté à vivre avec moi-même, premièrement. Mais vous le laissiez aller, vous le disiez très clairement. Oui, lui, marcher sous la pluie, ça ne le dérangeait pas, mais moi, c'était intense. Donc, il y avait comme une distanciation entre ce qu'on vivait au jour le jour, et ça l'a éclaté sous cette forme-là. Et ça nous a permis, par la suite, par contre, de dire, mais écoute, soyons ce qu'on doit être. Mais là, tout le bagage antérieur des années, il a fallu le revisiter. Et ce que j'appelle dans mon livre le recommencement de l'amitié. Comment reconstruire cette amitié-là? Et on va y passer dans quelques instants, ça. Vous êtes toujours à l'émission Question d'aujourd'hui et je me trouve en compagnie de Michel Bouvrette, retraité d'Hydro-Québec. On va parler un petit peu plus de sa vie active dans l'Église après le récit de son pèlerinage à Compostelle, mais il a écrit Un pèlerin dans la boue. C'est pour ça qu'il est ici aujourd'hui, c'est pour raconter un peu cette expérience difficile. Et Michel, vous avez dit... votre ami Jacques vous a dit, moi je ne suis plus ton ami. À un moment donné, 6 jours après le départ, votre départ à vous, avec vos 2 autres compagnons de route, et des amis de longue date, il vous dit non, il n'y a plus question. Et bon, ça vient de cette image qu'il avait de vous, une image idéalisée finalement. Exactement. Et c'est ça que je pense qui a été, quand je disais au début, que le fait d'être dans l'adversité de la température, d'être dans des problèmes physiques, ça me fait rentrer encore plus à l'intérieur de moi. Parce que là, j'ai fait aussi l'examen de conscience, de dire, moi aussi, j'en ai des travers. Et les travers que j'avais envers lui, c'est de lui faire représenter son père et aussi peut-être de le corriger des fois à cause que moi, dans mon tempérament, c'est d'essayer de sauver tout le monde. Ah, je vais pouvoir Vous êtes un perfectionniste, vous l'écrivez, ça. Pas mal, oui. Puis ça... Et je suis porté à aller vers l'autre, puis à essayer de corriger ou d'aider, mais dans le fond, pas de la bonne façon. Et ça, c'est pour ça que le fait de toucher à ça dans ma vie, ça a été un gros cadeau. Parce que Jacques m'a fait un cadeau en faisant ça. Il m'a dit, Michel, là, ça marche pas, là, de la façon que tu agis. Et moi, je le voyais pas à l'intérieur de moi. C'est seulement sur le chemin de Compostelle que je voyais que j'avais de l'emprise sur l'autre en voulant bien faire et que l'autre avait aussi de l'emprise sur moi. Et donc, j'ai touché au lâcher-prise. C'est devenu une nouvelle définition pour moi. Le lâcher-prise s'exprime dans l'emprise envers l'autre et ce que l'autre a envers soi. Mais quand vous êtes sur le chemin, comment ça fonctionne? Est-ce que Jacques est arrivé à vous et vous a dit tout d'un coup, je suis plus ton ami? Ou comment ça s'est fait et comment vous avez pu continuer tout de même? Parce que quelqu'un vous dit ça, là, une amitié de 30 ans, je veux dire, c'est décourageant. On s'assoit dans la boue et on pleure. Mais oui, puis on se disait, bon, écoutez, il y a quelque chose de plus grand qui nous unit. Et c'est ça qui était fort. Parce que
nous, on était partis, les 3 gars, pour marcher comme père de famille. Il y en avait une vingtaine d'autres qui restaient au Québec, qui disaient, nous autres, on n'a pas pu y aller. Mais nous autres, c'était l'expérience qu'on voulait faire comme père de famille. Ça faisait 10 ans qu'on fêtait une activité de marcheur de père de famille. Fait qu'on s'est dit, on va le faire à Compostelle. Donc, il y en avait 3 qui sont partis. On était comme les responsables du groupe. Et ce qui nous unissait, c'était justement toutes ces années-là, ensemble, et notre spiritualité d'accueil envers l'autre. La spiritualité collective qui dit, bien finalement, aime l'autre comme t'aimerais être aimé. Et donc, ça, c'était fort. Et donc, on était capable de se parler et de pouvoir dire, regarde, c'est vrai que notre amitié est ébranlée. Peut-être qu'en sortant du voyage, on ne sera plus amis. Puis on est 2 couples amis, en plus, nos épouses, ils sont amis. Puis on planifiait un voyage de vacances l'été Oh là là. au retour d'1 mois ensemble. D'accord. Là, il y avait des choses à raccommoder. Donc, on s'est dit, c'est vrai, il faut se parler franchement. Puis on a dit, c'est ce que j'écris dans mon livre, là où l'amour et la vérité se rencontrent. On était capable, Là où l'amour et la vérité se rencontrent. c'est ça. Parce qu'on a ce désir d'aimer l'autre, mais en vérité. Et cette vérité-là est ressortie encore plus forte pour toutes les perceptions qu'on peut avoir envers l'autre. On dit, ouais, lui, il fonctionne de même. Mais quand on le voit à l'occasion pendant 30 ans, c'est pas pire. Mais vivre du 24 heures sur 24, ce qui fonctionne avant ne fonctionne plus maintenant. À cause aussi de la limite physique, psychologique qu'on vit sur le chemin de Compostelle. Et donc, on peut trouver ça comme un cauchemar d'avoir perdu un ami, mais en même temps, ça me fait rentrer dans ma terre intérieure, dire, attends, il y a quelque chose, là, il y a de la boue à l'intérieur de moi aussi qui bouge. Et c'est pas juste de la boue extérieure, il y avait quelque chose à l'intérieur qu'il fallait qu'il soit purifié. Ouais. Et cette expérience-là a permis ça. Je pense que Jacques, en fin de compte, on s'est vu encore hier soir. On a Vous êtes toujours amis. on a partagé sur notre expérience à Compostelle dans un petit groupe, puis on se le disait comme ça, comme vraiment, ça a été un cadeau pour nous 2. L'amitié est différente. Elle est renouvelée, je prenais le mot tantôt, un recommencement. Commencer à nouveau sur d'autres bases. Choisir l'amitié. Hein, c'est presque ça. L'amitié souvent arrive, j'allais dire, par accident. On devient amis et bon, on se rend compte qu'on est des atomes crochus et ça y est, on est des amis. Mais là, vous avez choisi de nouveau avec votre ami Jacques d'être des amis. Exactement. De continuer cette amitié. Ouais. Et puis, avec même ce qui peut nous déranger chez l'autre. Et c'est ça qui est beau, parce qu'aujourd'hui, on est capable d'en rire. Ça fait 3 ans qu'on est allé. On est capable de rire du travers de l'autre, si on peut dire. J'appelle ça des travers, mais des incompatibilités qui fait que, oui, OK, la personne est comme ça, mais on est capable d'avancer encore. Vous êtes encore capable là, d'être des amis et de vous aider, de vous soutenir dans les moments faciles, difficiles, de sortir, d'aller faire des choses aussi plaisantes ensemble. Donc tout à fait. On est encore capable de faire ça. Et il y a un regard différent sur l'autre. On prend plus l'autre pour acquis. Vous avez marché aussi pour une raison qui est très intéressante. Vous le mentionnez dans votre livre, page 28. Vous avez marché pour votre mère. Qu'est-ce que ça signifie, ça? 2 ans avant le départ vers Compostelle, ma mère est décédée. J'avais une très grande relation d'amour, pas de fusion, mais d'amour. Vraiment, on se comprenait. Au point de vue humain, au point de vue aussi de nos vies différentes, mais aussi au point de vue spirituel. Donc, on a cheminé ensemble sur des voies semblables. Et j'avais une belle affection envers ma mère. Mais dans les dernières années, ça a été difficile dans la famille. Et je me suis occupé beaucoup de ma mère dans les derniers temps. Et à chaque fois qu'elle mourait, je disais, je recommence. À chaque fois qu'elle mourait, dans le fond? Qu'elle mourait. Non, c'est intéressant, ça. C'est un peu dans le sens de dire, c'est comme je la perdais souvent, puis elle revenait à la vie. Puis, et à chaque fois, on était capable de se dire, c'est peut-être la dernière fois, on est d'accord. Et donc, elle est décédée en 2014. Et là, je voulais fermer la boucle du deuil. Pas dans le sens qu'on ne pense plus à nos parents, mais le fermer dans le sens de dire, il faut marquer un jalon dans tout ça. Oui. Et donc, je suis parti avec, il y a une tradition sur le chemin de Compostelle, on amène des roches avec nous qui démontrent le poids qu'on porte dans notre vie.
nos tracas, nos difficultés. Et j'avais apporté une roche représentant le décès de ma mère. Et rendu à la Cruz des Ferros, qui est une place mythique sur le chemin de Compostelle, la Cruz des Ferros, c'est une croix de fer montée sur un vieux poteau de téléphone, je dirais. Ah oui? Je dis un vieux, mais c'est symbolique. Oui. C'est ma déformation d'Hydro-Québec qui dit ça. Mais... Donc, avec les années, il y a un monticule de petites roches qui sont installées là, que les gens laissent. Et moi, quand je suis arrivé sur ce monticule, il y avait quelque chose d'intense. Il y a des milliers de personnes, des millions de personnes qui ont fouillé ces roches. Et je suis allé déposer dans le creux de cet arbre vieilli un fragment de la pierre tombale de ma mère que j'ai rentré dans l'écorce de cette C'est extraordinaire, ça, comme geste. Pour vraiment signifier, voilà, c'est fait, là, vraiment, je suis en paix. À partir de ce moment-là, j'avais traîné avec moi une photo de ma mère et j'ai été capable de la regarder sans pleurer. Ça faisait longtemps que je n'avais pas réussi à faire ça. Parce que c'est vrai que quand on perd un être proche, un parent, le deuil est extrêmement différent de si c'est un ami, un frère, une sœur. Il y a le deuil de celui qui devient orphelin, et d'autant plus quand on aime nos parents. Hein, quand on n'a pas de problème avec ses parents, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement difficile de perdre son père ou sa mère. Exactement. Puis cette réciprocité-là, moi, j'en recevais autant que ce que je pouvais donner à elle. Donc, on avait vraiment à sceller cet amour-là et être en paix avec tout ce qui s'était vécu avant aussi. Hein? Oui. Et le fait de déposer cette pierre-là au pied de la croix, est-ce que la croix, pour vous, a eu un sens ou ça n'a pas de sens? Ou c'était simplement, vous connaissez l'histoire de ce lieu-là et ça a été... La croix, eux autres, ils le représentent comme étant une place, c'est mythique. Mais la croix, pour moi, la croix de Jésus-Christ, la mort et la résurrection du Christ, c'est très important dans ma spiritualité. Et cette croix-là, c'est sûr que moi, je l'ai portée dans la boue. À chaque jour, il y a un chapitre dans mon livre qui dit, finalement, la croix que je dois porter, là, je ne l'ai pas choisi qu'il pleuve, là. Et à un moment donné, on rentre dans une église, puis il y a un crucifix qui montre avec un bras du Christ qui descend, qui dit « Viens donc, attends-tu de monter avec moi et de porter cette croix-là? » Mais moi, quand je l'ai vu, j'ai senti que vraiment, j'avais à porter cette difficulté-là de tous les jours qui pleut. Et éventuellement, peut-être trouver la lumière et avoir une éclaircie dans ce chemin-là. Et ça, pour moi, c'était important de le porter, mais pas dans un sens, là, pauvre petit moi, là. Non, dans un sens vraiment de choisir, que c'est difficile, mais ça pourrait être de même à tous les jours et ça va être correct. Et c'est ça que ça m'a fait vivre aussi, le chemin de Compostelle. Après 8 jours, environ 8-9 jours, j'ai dit, ça pourrait être de même tout le temps et ça va être correct. Parce que j'avais mon petit escargot, ma maison, mon sac à dos sur le dos. J'avais tout ce qu'il fallait pour vivre. Il y avait l'essentiel. Ouais. Et après l'épisode avec Jacques, après l'épisode de ma mère, et ce choix-là de dire, oui, ça pourrait être de même à tous les jours, malgré que je ne suis pas bien physiquement, là. Ça a été important, ça. Est-ce qu'on pourrait dire que vous avez aussi appris le dépouillement que l'on apprend quand on vieillit? Oui. Qu'on doit toujours... Qu'on doit apprendre, hein, parce qu'on n'est pas toujours prêt à l'assumer ou à le vivre, mais on apprend quand même à devenir totalement dépendant. En fait, j'allais dire dépendant de la vie, dépendant de ce qui va arriver. Oui, ce dépouillement-là était important à ce moment-là. C'est vraiment de marcher à jour le jour avec juste l'essentiel. À ce moment-là, ça a été ça. Donc, un dépouillement, oui. Puis de s'apercevoir qu'on vit avec beaucoup trop de choses, là. Ouais. Moi, le retour, c'était ça, à dire, mon Dieu, que j'ai beaucoup de choses dans ma vie. On accumule, avec le temps, quand on a un bon emploi, quand on vit, quand on a une vie qui va bien, on accumule aussi. Ouais. C'est le travers de nos sociétés de consommation là, qui se met de l'avant. Puis justement, d'avoir perdu aussi il pleuvait, donc je perdais la lumière. Mais à un moment donné, sur le chemin, j'ai retrouvé mon ombre. Et ça a été le changement radical. Il y a la journée du 15 mai,
jour de Pentecôte, un heureux synchronicité, une éclaircie. Et moi, depuis le début, je cherchais mon ombre. Le monde dit, t'es fou, pourquoi tu cherches ton ombre? C'est parce qu'il y a le soleil. Ouais, voilà. Pas de soleil, pas d'ombre. Donc, moi, j'ai fait un rapprochement avec ça. Et cette journée-là, j'ai dit, OK, même si j'ai pas de soleil dans ma vie, j'ai une lumière intérieure qui va me faire découvrir mes ombres à moi aussi à l'intérieur de moi. Et ça, je suis capable de les voir aussi. Et ça, en tout cas, c'est la partie spirituelle que j'ai découvert. Vous en avez parlé, mais je pense que tout ce que vous avez dit aujourd'hui est très, très spirituel, en mon sens. En 30 secondes, Michel, parce que le temps passe tellement vite, Oui. Est-ce que vous referiez le chemin de Compostelle? Oui, je le referais. Je le referais avec une autre disposition. Probablement que je le ferais seul. Je le ferais seul, pas dans le sens que je ne veux pas avoir mes amis. Plutôt être ouvert encore plus aux rencontres qu'on a sur le chemin. Parce que ce qui est merveilleux qu'on vient de là, qu'il pleuve, qu'il fasse soleil. J'ai une amie qui est allée, il faisait 45 degrés. C'était effrayant. Elle cherchait de l'ombre partout. Ah ben oui. Mais ce qui nous est resté, puis on en parlait hier soir justement à notre rencontre, c'était que c'est les rencontres des gens de toutes conditions sociales. On marche pas avec notre statut social. Non. On marche avec des bottes, dans le beau, au soleil. Et c'est là qui est merveilleux, c'est la rencontre qu'on fait. C'est le même chemin pour tout le monde et c'est la même chose pour tout le monde, c'est qu'on marche. Exactement. Ouais. Et aujourd'hui, je peux dire, quand je suis sur la route, c'est chez nous à Saint-Jérôme ou à Montréal, si je marche, quand je rencontre quelqu'un, je ne regarde plus son statut social, savoir ce qu'il vit, c'est de savoir, de pouvoir rencontrer les gens. Et c'est ça qui était merveilleux, ce chemin de Compostelle. Michel Bouvrette est originaire de Saint-Jérôme, dans les Laurentides. Il vit toujours dans les Laurentides. Il est membre de l'Association des auteurs des Laurentides également. Il est un poète. Alors, je vous invite à aller voir cherchez Michel Bouvrette, Association des auteurs des Laurentides. Vous trouverez dans votre moteur de recherche pour aller voir ce livre, Un pèlerin dans la boue. Michel Bouvrette, merci infiniment d'avoir accepté de venir aujourd'hui à Question d'aujourd'hui. Merci, Mario. Merci beaucoup. Et je vous rappelle simplement que Question d'aujourd'hui vous est proposée par l'Office de catéchèse du Québec en collaboration avec Radio-VM et Radio Galilée. Merci à Valérian Fournier, à Yannick Caron à Québec et merci infiniment à la Fondation canadienne de la vidéo religieuse pour nous aider à réaliser cette émission. Ici Mario Barre, je vous dis à bientôt.